L'histoire que je vais lire est parue dans le recueil de nouvelles L'échelle de Reuters aux éditions Flatland. Alors, il n'est peut-être pas inutile de préciser qu'elle a été écrite en 2011 par rapport à certaines projections qui ont été effectuées dans ce récit. Et je précise également que ceci reste une histoire et n'est pas à interpréter comme une recommandation ou un souhait. Voici donc Dernier convoi. Ceux qui attendront auront certes quelque chose, mais ce sera seulement ce que leur laisseront ceux qui agissent. Abraham Lincoln. Voici les clés de la villa. C'est une propriété en bordure de vigne, pas loin d'Aigues-Mortes. Tu verras, l'air de rien, c'est un petit bijou de technologie. Le toit est couvert de panneaux solaires, du thermique, à haut rendement. Ça suffira à couvrir tes besoins. Les façades sont enduites de peinture photovoltaïque, au cas où. Peut-être faudra-t-il repasser une couche. Tu trouveras des bidons dans la cave. Ce qui manque, c'est l'eau, puisque je vends ce que récupère la cuve au propriétaire du champ voisin. Mais tu pourras toujours renégocier un contrat avec lui. Ou ouvrir un compte auprès de la Compagnie des eaux. Mais méfie-toi cependant. Dès le printemps, les prix grimpent. Les éoliennes de l'usine de dessalement ne suffisent plus à pomper l'eau de mer. Alors, la dépense énergétique est plus grande. C'est le seul inconvénient. Sinon, l'endroit est un petit paradis, entièrement équipé et aux normes, avec ce qui se fait de mieux dans chaque pièce, de la cuisine au salon. Ma famille passait les vacances de Pâques et les étés quand la chaleur était supportable. Les murs sont si épais qu'il n'y a même pas besoin de brancher la clim. On y accède en suivant une somptueuse allée de platanes. Quant à la tranquillité, il n'y a personne dans un rayon de 2 kilomètres. Personne ne t'embêtera. Sauf les moustiques. Mais ça, tu sauras t'en protéger. Il agite les clés autour d'un anneau passé à son index, comme on invite un enfant à s'emparer d'une surprise. Vas-y, prends. Je t'assure qu'elle ne manquera à personne. Les miens n'y vont plus depuis 33. La submersion de la Camargue, tu sais. La ville n'a pas eu les pieds dans l'eau, note bien, mais pendant 15 jours, l'approvisionnement a été problématique. C'était le chaos partout. Enfin, ce n'est pas la seule raison. La région est devenue infréquentable depuis qu'on en a fait une enclave pour réfugiés climatiques. Les habitants qui n'avaient rien à faire sur place sont partis plus au nord, fatigués de devoir lutter contre les incendies, quand ce n'était pas les tempêtes, avec le vent, les entrées maritimes, et des trompes d'eau en quantité telle qu'on aurait cru que l'Asie avait délocalisé la mousson. C'était même une volonté gouvernementale. Dès les années 30, je suppose que tu sais ça, les Camarguais des Sainte-Marie ou de Port-Saint-Louis qui avaient perdu leur emploi n'étaient pas indemnisés par France Travail s'ils ne cherchaient pas du boulot ailleurs. C'était de la place libre, toute trouvée quand il a fallu loger les réfugiés climatiques. Des Maliens et des Burkinabés essentiellement, plus quelques Bengalis infiltrés qui font encore polémique avec le gouvernement indien pour savoir qui les récupérera. Toujours les mêmes ritournelles. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on les a acceptés, mais les injonctions de l'ONU nous arrangeaient bien malgré tout. Tu le sais, nous en parlions hier à table. L'accueil des réfugiés climatiques a eu l'avantage de régler le problème de la politique d'immigration. L'opposition a cessé de vouloir défendre l'ensemble des sans-papiers quand il s'est agi d'admettre les migrants des territoires inondés ou désertifiés.
On les a mis là pour la main-d'œuvre locale, après le départ des autochtones, et aussi parce qu'ils savaient cultiver le sorgho. Non pas que ce soit compliqué comme culture, mais ils étaient habitués. Ils n'avaient pas besoin de leur apprendre. Je te choque? Je dis ça sans raillerie. Je constate les faits. À l'époque, il y avait des discussions sans fin entre les pays accueillants. Chacun vérifiait les ratios par rapport à sa population ou sa superficie habitable, pour ne pas en prendre plus que son quota. On voulait se juger plus fréquentable. Les victimes des montées des eaux dans l'océan Indien, par exemple, au Tuvalu ou aux Maldives, un État islamiste, pourtant strict et autocratique, qui n'a pas été tendre avec les derniers touristes. Dois-y comprendre quelque chose. Toujours est-il que ma famille, tu vois, n'est plus intéressée par cette demeure. Quant à la revendre, c'est plus de soucis qu'autre chose pour trouver un repreneur sur un territoire qu'on restitue à la nature. Personne ne te la contestera. Vas-y, accepte. Tu m'adresses ta signature numérique authentifiée et je la pose sur l'acte de propriété. Les frais de notaire sont à ma charge. 2 clics et c'est à toi. Dépêche-toi avant qu'on n'ait plus de réseau. Une grimace de souffrance étire ses lèvres, tandis qu'il cherche un portable au fond de sa poche. Quand celui-ci affiche la bonne page, il se hâte de remettre son gant avant de le brandir à bout de bras, pour bien montrer qu'il ne ment pas. Tu n'as aucune raison de refuser. Tu ne veux pas accepter parce que ça vient de moi, c'est ça? C'est ridicule. Je ne t'achète pas. Je ne te mouille en rien. Je ne suis pas le monstre que tu crois. C'est même l'inverse. J'agis par altruisme. Plus tard, on s'en rendra compte. On me dit brutal et impitoyable, et ce sont les timorés qui me jugent ainsi. Que veux-tu? C'est ma manière d'agir. Je saute direct à l'étape suivante. Les gens tergiversent parce qu'ils refusent l'évidence. La solution radicale déplaît, alors ils cherchent des palliatifs qui ne font qu'empirer le problème, jusqu'à ce qu'il soit vraiment trop tard. Tu ne me crois pas? Relis l'histoire sous cet angle. C'est un fabuleux catalogue de la bêtise humaine. Hitler finira par se calmer. L'invincible armada vaincra. La guerre sera courte. La bulle financière n'éclatera pas. L'usine tiendra encore 1 an. Se refuser à envisager le pire, dès lors qu'on trouve le prix élevé, est un formidable générateur de catastrophes. Il semble égaré parce qu'il ne parvient pas à deviner comment sont accueillis ses propos. Il aurait préféré être contredit pour trouver la contenance à adopter. Mais cette lumière crépusculaire gomme les détails et les lunettes polarisées renforcent l'absence d'expression. Sur les siennes passent des nuages noirs plus foncés que le gris du couchant, que troue ponctuellement l'éclat orangé des flammes. Le vent glacé qui hache ses paroles le force à élever la voix. Mais il y a toujours moyen de tirer profit d'une situation, même désespérée, tu comprends? Bientôt, ce sera ton tour. Je te le prédis. C'est la leçon que j'ai toujours appliquée. Même à présent que j'ai changé de bord. Dès 10 ans, j'avais compris qu'avaler les plats douteux que les autres refusaient de manger à la cantine du foyer me garantirait, au prix d'une petite gastro, de bons repas plus tard, divers avantages compensatoires, ainsi qu'une amélioration des menus pour tous qui me rendrait populaire,
même auprès de mes ennemis. Plus tard, je me suis assuré de confortables dommages et intérêts en jouant le rôle de la victime. L'appartement pourri, la voiture mal réglée, le produit nocif. J'ai signé. J'ai pris. Je suis allé en justice. Fallait bien que je me fasse un pécule. Quand tu constates qu'un secteur se dégrade, cherche en quoi les conséquences peuvent être profitables. Ne colmate pas, ne répare pas, exploite. C'est ça le secret. L'inévitable a été mon fonds de commerce. Voilà d'où vient ma fortune. À mes débuts, j'ai acheté des actions dans le lithium, quand il ne valait encore que le 20e de son prix, avant son utilisation massive dans les batteries. C'était vers 2003, je crois. Tu es journaliste, tu sauras retrouver la date. Quand la crise énergétique s'est profilée, je n'ai pas investi dans le solaire ou ses équivalents, mais dans les matières premières servant à les fabriquer. Quelle que soit la filière qui s'impose, et crois-moi, on ne choisit pas forcément tout de suite la meilleure ni la moins polluante, elle se fabrique, pour l'essentiel, à partir des mêmes composants de base. Jamais je n'ai eu à me soucier du modèle ni de la conception au montage. Je gagnais à tous les coups. J'ai envie de lui demander de se taire. Ce serait en vain. Comme il se sait mourant, il ne s'arrêtera pas à ce stade. Je crois bien que je suis en état de choc. Je lui montre malgré tout la commisération que m'inspire sa pitoyable success story. Elle est en même temps si commune. L'astuce et la détermination comme fondement de la réussite figurent dans toutes les biographies de capitaines d'industrie. Je me rabattais sur les matières premières d'avenir avant que les ressources naturelles ne parviennent à épuisement. J'investissais dans les gisements peu rentables, en sachant qu'il ne le resterait pas longtemps. Je savais que les lanthanides présents en trop faible proportion rapporteraient le moment venu. Il n'y a pas de terres rares qu'en Chine, mais personne ne voulait dépenser la somme nécessaire à son extraction. Quand les prix ont grimpé du fait de leur quasi-monopole, mon exploitation est devenue lucrative. Avant même d'être concurrentielle, j'avais des clients qui refusaient d'acheter à Pékin, par principe. Je me suis installé sur le marché des joints antisismiques et des détecteurs d'incendie, toujours dans la fourniture de pièces détachées, pour ne pas avoir à investir dans la recherche, ni me battre avec la concurrence qui imposait progressivement des modèles plus performants. Tu vois, le changement climatique a moins été pour moi une fatalité qu'un facteur de développement. Tout ça en aidant à faire face à ce qu'il attendait. Ce n'est pas forcément être fataliste que d'anticiper, à condition de ne pas faire semblant. Gilles Morandin sourit crânement dans une dernière tentative d'emporter, sinon l'assentiment, du moins un semblant d'admiration pour le chemin parcouru. Il n'emmène pas large, la main crispée sur le côté droit, la tête appuyée au boudin du canot pneumatique. Je reporte mon regard sur le paysage tourmenté. Le bruit de l'hélicoptère, encore lointain, se rapproche. Je sais qu'il n'est pas encore pour nous. Il y a plus urgent. Il faudrait pourtant qu'il se dépêche s'il veut nous récupérer vivants. Je crois que je peine encore à réaliser ce qui est arrivé. Ça bouscule tes convictions, je vois bien. Les gens ont tous des schémas dans la tête qui les empêchent de réfléchir. Nous parlons de dérèglement climatique, là où il n'y a que régulation
effectué par la nature. Un partenaire trop longtemps négligé. Il s'agit d'une réponse tout à fait mécanique à une modification du schéma initial, aussi prévisible qu'une réaction chimique, même si le processus est plus complexe. Le climat ne s'est pas détraqué. Seule notre façon de voir est faussée. Il n'est pas détraqué, il régule, c'est tout. C'est plutôt rassurant, tu ne trouves pas? Derrière mes lunettes de polycarbonate feuilletées, il ne peut pas voir mes yeux levés vers le ciel en signe de commisération. Mais ma main balaye son argument d'un revers éloquent. À cet instant, il y a 100 fois plus urgent à penser que ces théories sur les avantages du dérèglement climatique. J'ai moi-même du mal à me focaliser sur l'instant présent, comme si reprendre de vieilles discussions bien balisées m'aidait à retrouver mes esprits et le fil des événements. Sa pâleur s'accentue. J'ignore si son front est moite de sueur ou d'embrun. Les deux, probablement. Malgré ma colère, j'ajuste sa capuche pour qu'elle couvre sa joue droite. Ça le fait sourire. Il a posé les clés de la villa sur son ventre, bien en évidence, préméditant que je les récupérerai au passage. Je n'en fais rien. Je parle beaucoup, c'est vrai. C'est pour me réchauffer. En même temps, ça me permet de rester éveillé. Surtout, ne m'interromps pas. Ça te fera une belle interview. Même si c'est pas la vraie raison de ta présence. Pour cela aussi, j'ai anticipé. Je vais te le dire autrement. Au cours de la première moitié du XXIe siècle, la biodiversité a perdu 30% d'espèces. Et alors, la nature a subi des extinctions massives autrement plus importantes par le passé, parfois provoquées par un écosystème qui s'est coupé l'herbe sous le pied. La première crise énergétique due à la surpopulation est celle des premières bactéries ayant épuisé leurs sources d'approvisionnement. Elles ont alors été contraintes de le fabriquer. Elles ont dégradé le glucose pour y parvenir, réalisant ainsi la première fermentation. Plus tard, le sucre se mit à manquer à son tour. Et ce fut la deuxième crise énergétique. Il fallut le fabriquer, mais la dépense d'énergie nécessaire était trop élevée, ce qui constitua un problème supplémentaire. Où chercher l'énergie? La lumière du soleil était une source abondante, et ce fut le début de la photosynthèse. Les bactéries rejetaient un déchet, l'oxygène, de sorte que la composition atmosphérique de la planète changea, empoisonnant au passage les premières formes du vivant. Il fallut évoluer encore, en remplaçant la fermentation par la respiration, et ainsi de suite. C'est ainsi que sont apparus les organismes consommateurs d'oxygène dont nous sommes issus, fruit d'une symbiose avec les mitochondries. Tu vois, la nature a chaque fois favorisé l'avènement d'un autre procédé, plus riche et plus diversifié. Je ne vais pas te faire l'insulte de t'apprendre Darwin. Ce n'est pas le changement qui est grave, mais l'absence d'adaptation. Quand nous dénombrons les espèces disparues, nous en déplorons l'absence. Nous nous inquiétons des mutations, sauf si nous y trouvons avantage. L'esprit humain est ainsi conformé qu'il s'alarme des pertes
et qu'il oublie toute prudence dès lors que se profile un gain significatif à l'horizon. La peur du manque. Est-ce un mal si chaque fois qu'un écosystème change, les espèces invasives en profitent? Les espèces importées. J'ai maudit le réflexe qui m'a amené à rompre mon silence. Désormais, Morandin se sentira plus en confiance pour m'expliquer le pourquoi du comment. Si tu veux. Nous les avons aidés à voyager plus vite. Je ne te disputerai pas ce point. La colherpe et la jussie, le frelon asiatique et le moustique tigre se sont plutôt bien adaptés, n'est-ce pas? Les dommages collatéraux comme la destruction des cours d'eau, la banalisation du chikungunya et de la dengue en France ne les concernent pas. Et pour cause. La jussie, comme le moustique tigre, sont programmés pour se reproduire. Ils n'ont pas conscience de leur impact. Seul l'homme y trouve à redire. Mais je te l'ai dit, nous nous focalisons sur les manques et oublions les avantages. Regarde la vigne dans le sud. À présent que le vin titre 17 à 20 degrés, il est permis de le désalcooliser. La concurrence est enfin devenue loyale avec les Californiens. Mais toujours pas avec le vin de steppe, comme on l'appelle. L'Europe et l'Amérique du Nord, le Canada, la Russie et les régions polaires bénéficient désormais de conditions idéales pour l'agriculture et l'élevage. Les vertes prairies de Sibérie ont déjà inspiré des chansons. Tu crois que ces contrées souhaitent un retour en arrière? Et ce convoi de pétroliers et de vraquiers, depuis que le passage du Nord-Ouest a été ouvert à la circulation 9 mois par an, des milliers de porte-containers empruntent cette route chaque année. Tu crois que les industriels sont prêts à reprendre les anciens tracés via le détroit de Suez ou le canal de Panama, dont la largeur limitait en outre la taille des navires? Un raccourci de 6 à 8 000 kilomètres. D'accord, les glaces flottantes imposent l'installation d'une double coque et de fonds renforcés, qui étaient d'ailleurs déjà obligatoires. Mais l'économie de temps et d'argent reste malgré tout énorme. Et ces traversées de l'Arctique en convoi, avec 2 brise-glaces pour libérer le passage, font baisser le montant de l'assurance. Mais putain, ça ne fait qu'empirer les choses! Je le sais bien. Mais les transporteurs ne sont pas non plus responsables. L'effet de serre est autant dû aux émissions du parc automobile, même électrique, qu'à celles des industries qui produisent ce que consomme la société. L'offre et la demande. Va imposer aux consommateurs d'acheter les produits plus chers parce que plus propres. Qui incite qui? Qui corrompt l'autre? Les navires profitent du passage, à présent qu'il est ouvert. De la même façon que les espèces invases importées gagnent du terrain là où le climat leur est devenu favorable. La nature aussi joue la carte de la rentabilité. Vous n'avez que ce mot à la bouche. Va dire ça aux actionnaires qui mettent la pression pour ramasser le maximum de dividendes. Il y a aussi parmi eux de petits épargnants, des gentils qui pratiquent le tri sélectif et se comportent de façon écologique dans la vie quotidienne, mais qui espèrent de gros retours sur investissement quand ils placent leurs économies. Peut-être ne savent-ils même pas où elles vont. Ils les ont confiées à un fonds rémunérateur auprès d'une banque qui n'a pas été très clair sur ses choix. Nous sommes tous complices. Nous déplorons les torts causés à la planète. Nous demandons que soient prises des mesures pour restaurer la couche d'ozone, réduire le taux de CO2 dans l'atmosphère, diminuer l'acidité des océans.
condition de ne pas toucher à notre qualité de vie, de ne pas augmenter nos dépenses, de ne nous restreindre en rien. Personne n'accepte qu'on dégrade son confort ni qu'on rogne sur ses avantages. Et c'est normal. C'est humain. Il y a pourtant des gens qui s'efforcent de réduire leur impact environnemental et qui refusent de consommer les produits peu éthiques en provenance de l'autre côté de la planète. Vous-même, avec votre villa équipée du solaire. Oh, et puis merde! Je musais les cordes vocales à tenter de couvrir le bruit de l'hélico qui treuillait 2 rescapés accrochés à un conteneur mal équilibré. La réalité m'apparaît à nouveau de façon très concrète avec ce froid sec qui brûle les joues, le vent qui arrache des embruns et les gouttes qui gèlent sur la peau. Les 2 hommes sont trempés, mais l'un d'eux remue encore quand le filin le remonte. On les distingue à peine dans cette immuable luminosité qui s'obscurcit à mesure que le ciel se bouche. Avec ce vent blessant, impossible de me tourner pour contempler les dégâts. J'en ai malgré tout une idée, tandis que les vagues lancent une écume orangée sur les caisses et les débris. Les reflets mordorés m'ont permis de voir 5 silhouettes grises sur fond gris, à peine visibles dans un canot de sauvetage, pourtant à moins d'une encablure de nous, qui font des signes en direction du ciel vrombissant. Elles ne sont pas en danger immédiat, même si l'une d'elles semble insuffisamment vêtue. Par bonheur, personne ne s'est retrouvé directement dans l'eau. Je préfère me raccrocher à cette idée plutôt que penser qu'on n'a pas eu le temps de voir des victimes couler. Solution insignifiante, reprend Morandin quand l'hélicoptère s'éloigne. Des mesures pour se donner bonne conscience. Parfaitement inutiles si l'ensemble de la population ne les applique pas en même temps. Appelons ça un retardant. Un moindre mal, en attendant de trouver mieux. Mais voilà, il s'est toujours trouvé quelqu'un pour continuer à polluer, anéantissant du coup les efforts des autres, leur fournissant parfois prétexte pour recommencer à agir comme auparavant. Peut-être que cette personne est dénuée de scrupules, peut-être n'a-t-elle pas le choix, sauf qu'on l'a laissé faire ou qu'on a réagi trop tard. Le protocole de Kyoto en est un magnifique exemple. La bourse du carbone n'aurait jamais dû admettre les échanges avec les pays peu pollueurs. Ça ne fait que renforcer les délocalisations pour mettre la pollution sur le dos du pays où s'est implantée l'industrie. J'ai bien ri quand en 2010, précisément la période où nous aurions dû voir baisser la quantité d'émissions de CO2 dans l'atmosphère, j'ai appris que le record mondial a été atteint. Il s'agissait pourtant de ne réduire les émissions que de 5%. Tout ça, c'était avant ta naissance. Mais les accords suivants n'ont rien changé. Depuis, les records n'ont cessé d'être pulvérisés, ce que certains jugent incompréhensible au vu des efforts pour limiter, non pas notre consommation, c'est là que réside le piège, mais nos émissions. Il ne faut pas donner le choix. Jamais. Car il suffit d'une forte tête pour prendre la mauvaise décision et faire tout capoter. Vous ne comprenez pas que je n'ai pas envie de discuter de ça maintenant? Hier soir au mess, c'était une chose. Là, tout de suite, vous êtes indécent. Surtout pour faire vôtre mes propres arguments. Je déteste ceux que le sort de la planète indiffère et qui se servent des échecs pour me les renvoyer à la figure en invoquant l'ampleur ou la difficulté de la tâche ayant produit ce résultat et se donner ainsi bonne conscience. Ils acquiescent, regrettent,
parle de la nécessité d'aider les plus démunis, expliquant que l'essence sert aussi à éclairer des huttes africaines ou faire avancer le cyclomoteur d'un paysan asiatique. À la suite de quoi, le cercle polaire est perforé de plus de plateformes offshore qu'il n'y a d'îles et même d'icebergs pour ce qu'il en reste. Tes arguments ne sont que des faits que nous autres industriels, chefs d'entreprise, interprétons différemment. Un État qui refuse de ratifier un traité qui menace son économie, ou un chômeur qui achète à bas prix un produit peu éthique parce qu'il n'a pas les moyens d'être écologique, c'est pareil. Les deux sortent les mêmes excuses de survie. La théorie du passager clandestin s'applique aussi aux citoyens en bas de l'échelle qui agit pour se nourrir ou se chauffer. L'humain est une espèce opportuniste comme une autre, une espèce qui a su s'importer, comme tu dis, avec succès. La pire catastrophe qu'on puisse imaginer se déroule sous nos yeux, et vous philosophez comme au café? Ça doit être dans sa nature de puissant de ce monde, cette capacité à discuter des points de vue dans les situations les plus désespérées. C'est ainsi que les dirigeants emportent un marché, quand leur interlocuteur, dépassé par les événements, n'a plus les moyens de réfléchir. Ils ne lâchent jamais le morceau. Tout est toujours opportunité. Je lui en veux, parce qu'à présent, je ne cesse de repenser à ce dîner. Tous ces actionnaires venus visiter les nouveaux puits de pétrole et de gaz naturel se sont révélés d'une impudence rare. J'ai eu le temps de les observer lors de nos escales au Groenland, sur Novaya Zemlya et sur la partie émergée de Kotelny, en mer de Laptev. Sisimiut au Groenland est devenue une ville de 50 000 habitants et ne cesse de s'étendre. Les Inuits ont depuis longtemps sacrifié la lutte contre l'effet de serre sur l'autel de l'économie de marché, se fâchant définitivement avec le Danemark. La culture maraîchère a fait son apparition et ne cesse de s'étendre. Le tourisme est en passe de concurrencer l'industrie de la pêche en termes de revenus. La croisière offerte par les 4 sociétés qui se sont partagé le gâteau, une par pays propriétaire du sous-sol arctique, avait pour but de permettre aux actionnaires et partenaires internationaux de vérifier la sécurité des installations, la plus élevée jamais réalisée. C'était aussi ce qui avait été dit quand on avait exploité entre 2013 et 2037 les hydrocarbures de la mer de Beaufort, celle de Barents et encore celle de Baffin, sites qui avaient tous connu des fuites, hautement anxiogènes, mais heureusement mineurs. On avait garanti le même haut niveau de sécurité pour le stockage du cyanure servant à l'exploitation d'un gisement d'or en Guyane, entre 2 forêts protégées. Dégâts mineurs, ou alors vite réparés, litanie des industriels responsables et des États vigilants. Les leçons du passé poussent à prendre des précautions drastiques. Et c'est à nouveau vrai maintenant qu'il fort plus avant dans le cercle arctique, là où des gisements insoupçonnés récemment révélés rendent ridicule le rendement des précédents puits. Ils sont tous autour de la table à se donner bonne conscience, qui, en rappelant que la Chine n'a pas eu à signer le protocole de Kyoto ni les suivants, alors que sans avoir jamais perdu son rang de premier pollueur de la planète, elle est depuis plusieurs décennies la première puissance économique, qui, en constatant avec ce qu'il faut de désabusement qu'une entreprise vertueuse est une entreprise en faillite parce qu'elle laisse le champ libre aux profiteurs sans scrupules, qui, en prétendant qu'avant de donner des leçons aux pollueurs, les nations préconisant la réduction des gaz à effet de serre ferait mieux de donner l'exemple. Et comme ça, ad nauseam. Et tous, depuis leur paquebot de luxe, ont suivi des yeux le convoi moins romantique des supertankers qui faisaient le plein à chaque escale, les vraquiers lestés de minerais de zinc, les navires parfois armés pour défendre leur cargaison d'argent, de plomb et d'or,
tous émerveillés de voir ce qu'on parvient encore à racler au fond de l'océan, alors que depuis les années 20, la pénurie de ces mêmes matières premières a entraîné la récession de bien des pays à travers le monde. Tous, actionnaires et exploitants, partenaires et représentants politiques, se congratulaient et se donnaient des claques dans le dos, eux qui avaient failli se faire la guerre quelques décennies plus tôt. N'étaient-ils pas en train de préserver la paix dans le monde? Le spectacle des populations du Tchad qui s'étaient disputé la flaque boueuse qui avait jadis été un grand lac et qu'ils avaient rempli de leur sang, les en avait probablement dissuadés. Beaucoup parmi ces plaisanciers à présent naufragés avaient participé à l'effort de guerre d'Israël, luttant contre tous ses voisins à la fois, tout en reconnaissant la responsabilité du pays dans le conflit. Certains refusaient de voir dans les causes, pour une fois qu'elles n'étaient pas liées à la défunte Palestine, l'exaspération devant le gaspillage des ressources hydrauliques de la région après l'assèchement définitif de la mer Morte. Ils avaient même tenté de faire passer ce soulèvement inattendu pour de l'obscurantisme religieux, la menace de la disparition du lac Tibériade coïncidant dans la religion islamique avec la fin du monde. L'Apocalypse se déroule aujourd'hui dans l'océan Arctique, même si la Bible n'en fait pas mention. Hier, Gilles Morandin semblait à l'aise parmi ses investisseurs, même si Total, associé à Gazprom, ne représentait que 8% dans ce consortium et que lui-même ne détenait que 13% des actions du groupe. Il n'était cependant pas entièrement des leurs, probablement parce que sa fortune n'avait pas été bâtie sur les mêmes ressources. Il s'agissait de sa première incursion au pays de l'or noir et sur le continent blanc. Je le voyais, qui les jaugeait, tandis qu'ils feignaient de se mêler à eux. Et moi, qui avais passé l'essentiel de la croisière à l'amadouer pour approcher les autres par son intermédiaire, je jaugeais à mon tour, un pli amer abaissant les commissures de mes lèvres. À force, elles deviendraient des rides. Mais le spectacle du monde me donnait de moins en moins d'occasions de me réjouir. Je lui en veux, parce qu'il a raison. Même s'il m'en coûte de le reconnaître, Morandin a cette espèce d'intelligence qui ne laisse pas les émotions émousser sa sagacité. L'humain ne changera pas tant que subsistera la menace d'un seul individu susceptible de faire cavalier seul. Nous ne valons pas plus que les premières bactéries anaérobies qui se sont asphyxiées en augmentant la concentration en oxygène de leur milieu. Notre air aussi devenait irrespirable. Le vent arctique forcissait et rabattait dans notre direction les fumées grasses de l'incendie. Je n'ai même pas pu me tourner pour faire le point de la situation. La suie collante obscurcissait immédiatement les lunettes. Force me fut de me plaquer au fond du dinghy et de ramener par-dessus nous la bâche couvrant l'embarcation. J'ai senti le souffle chaud de Gilles Morandin près de mon visage. La souffrance lui dictait sa respiration irrégulière. J'ai envoyé les documents de propriété. Ils n'attendent que ta signature. Comme ça, si tu changes d'avis, mais prends les clés. Le monde est en train de s'écrouler et vous ne pensez qu'à ça? Ce n'est pas le monde qui s'écroule, petite. Je te l'ai dit. La nature a connu pire. Elle s'adaptera, une fois de plus. Comme nous nous adaptions à ces sautes d'humeur quand nous vivions encore dans des cavernes ou des huttes, et que c'était elle qui nous dominait. L'air est encore encrassé d'hydrocarbures, mais nous ne sommes plus sous le vent. Je repousse la bâche et prends appui sur les genoux pour m'éloigner de cet homme révulsant. Ce sont les gars du canot sur notre droite qui s'asphyxient à présent. La pâleur de Morandin me donne un choc, mais n'éteint pas ma colère. Vous en êtes encore à ces vieux concepts. Nous vivons dans ce monde-ci, pas contre lui.
Mais toute l'histoire de l'humanité a été de lutter contre les éléments, de survivre, de se nourrir et de trouver à améliorer sa sécurité, son confort, son sort. Depuis que nous avons pris le contrôle, c'est à elle de suivre le mouvement. Cela ne signifie pas que nous pouvons faire tout ce que nous voulons. Les éleveurs et les propriétaires d'animaux domestiques savent bien cela. Il arrive que nous n'obtenions pas le résultat escompté, et même qu'il soit carrément inverse. S'il nous incommode, c'est à nous d'agir différemment. Mais nous n'allons certainement pas lui rendre le flambeau pour autant. Tenter de restaurer l'état initial reviendrait à abandonner la maîtrise des événements. Ce qu'il faut, c'est imaginer les solutions pour nous en sortir, puis affiner le contrôle. C'est pour cela que nous avons un cerveau. Le problème est que nous prenons plus que notre part et que nous ne restituons rien. La nature s'adaptera, mais le reste du vivant, la biodiversité qui décroît, tout ça, ce sont des discours pour se disculper. Vous n'êtes qu'un cynique, un manipulateur de la pire espèce. Il m'a regardé avec ce sourire en coin que j'ai appris à détester. Les premiers jours où je cherchais à l'approcher, cette ironie distante lui donnait l'impression de se placer au-dessus de la mêlée. Je le trouvais même séduisant. Je n'avais pas seulement fait semblant de tomber sous le charme. À 72 ans, son visage sec arborait, outre son juvénile enthousiasme, l'assurance de celui qui n'avait plus rien à prouver. Il m'a tutoyé dès qu'il a compris que j'avais besoin de lui. Rien de sexuel là-dedans. Plutôt le désir de faire de moi son élève, un réceptacle des idées qu'il travaille, qui l'enthousiasmait plutôt, comme si 50 années de labeur n'avaient pas encore tanné son cuir et qu'il s'apprêtait à faire de grandes choses de sa vie. C'est ce même conquérant qui s'amuse de mes indignations présentes avec la mansuétude qu'on a pour un caprice d'enfant. Ça te va bien, Virginie, de jouer les colombes, toi qui t'immisces dans ma vie, afin de fréquenter ma sphère de relations. Sous couvert de reportages, tu joues les espionnes pour le compte de Greenpeace. Il vaut mieux un joli minois comme le tien pour approcher ces investisseurs qui se méfient des militants comme de la peste. Je t'ai regardé, tout sourire et œillade, tenter de soutirer des renseignements que tu utiliseras à charge. C'était si naïf que je t'ai prise en sympathie. Je t'ai présenté aux autres en connaissance de cause. Je t'ai laissé croire que tu me manipulais. Je pense aux générations futures. Le combat que nous menons est juste. Je me sens néanmoins touché, forcé de me justifier comme si j'avais le mauvais rôle dans l'histoire. J'ai avancé à découvert, bien forcé, alors que lui donne à lire le fond de sa pensée avec la cynique honnêteté de ceux qui peuvent tout se permettre. La seule attitude qui le sauve est sa curiosité et sa volonté d'aller de l'avant. Il n'est pas l'homme pressé, bâtisseur d'un empire, mais l'impatient, désireux d'explorer d'autres mondes. Tiens, voilà que tu t'exprimes au nom de l'humanité et non de la nature. J'essayais précisément de t'expliquer ceci. Tu l'as constaté. Je t'ai dit tout ce que tu voulais savoir. Comment je me préoccupe de notre sort, de celui du vivant aussi. Contrairement
à ce que tu sembles croire. Comment pouvez-vous prétendre cela? Vos motivations premières ne sont pas celles-là. Vous ne vous souciez de l'environnement qu'après coup. Je ne te permets pas de juger de la sincérité de mes convictions, ni de leur priorité. Tes motivations ne sont pas très nettes non plus. 5 ans à Greenpeace, ça ne suffit pas? Allons. Je me suis moi aussi renseigné sur ton compte. Croyais-tu vraiment que tes accréditations constitueraient une couverture suffisante? Ces chefs d'entreprise ont aussi une longue expérience et n'ont pas attendu que tu les salues pour apprendre qui tu étais. C'est ton cœur d'adolescente qui t'a conduite ici. Tu étais si naïve et romantique. La couche d'ozone, l'indice carbone t'indifférait avant que tu ne croises la route de ton amoureux. C'est pour ces beaux yeux que tu t'es engagé dans le mouvement, malgré la désapprobation de tes parents quand il a embarqué pour une première mission en Australie. Mais voilà, la cause de Greenpeace l'intéressait moins que celle de la jolie Cynthia, une employée du nucléaire pourtant, qui a irradié vite fait ses beaux sentiments contre d'autres plus brûlants. Tu t'es retrouvé seul avec tes désillusions, sans attache, et sans le désir d'entendre tes parents te répéter combien ils ont eu raison. Je te comprends. Ma fille est partie de la même façon, brutale, bien que pour d'autres motifs. Alors, pour oublier, tu t'es lancé à corps perdu dans l'aventure. Tu as cicatrisé tes blessures avec l'onguent du travail. En fait, tu as épousé la cause des baleines et des ours blancs par dépit. Moi, j'ai investi dans les énergies d'avenir pour le profit, je ne le nie pas, mais aussi pour l'humanité, plus sincèrement que n'importe quel autre dirigeant. Alors, lequel de nous deux est le plus militant? Je n'avais rien à répondre à ces accusations. Le visage de Florent a dansé dans ma mémoire et je l'ai chassé d'une pensée irritée à l'idée que Morandin ait pu se jouer ainsi de moi. La stupeur m'a laissé sans voix pendant un bon moment. S'apercevoir que l'adversaire a un coup d'avance laisse toujours interdit. Je vous hais. Tu as tort. Je suis de ton côté. Ne crois pas qu'ils sont si nombreux que ça, ceux qui disent se soucier de la planète. Tu en sais quelque chose, mademoiselle Greenpeace. Les industriels sont prêts à abandonner leur position vertueuse si l'écologie cesse d'être une activité rentable. Le problème est que nous basons tout sur le profit et que nous oublions de payer le juste prix des choses. C'est curieux, non, d'entendre un milliardaire critiquer cette logique si bien ancrée en chacun de nous. Si vraiment nous voulions mettre fin à tout ça, nous commencerions par payer le prix de la pollution pour fabriquer le produit, celui de la pollution de l'emballage et celle du transport. Le tout serait en outre rétribué équitablement, quel que soit le lieu de production. Car si les nations émergentes polluent tant, c'est parce qu'elles n'ont pas les moyens d'agir autrement. Nous ne leur en donnons pas les moyens. N'est-il pas aberrant que les pays dépourvus d'eau
exportent leurs fruits, généreux ananas et noix de coco, juteuses oranges qui ont su récupérer les moindres gouttes d'un milieu aride? Pourquoi ne pas restituer sous forme de container l'eau de l'orange et de la pastèque au moment de l'achat? Voilà des siècles que l'Occident vit sur le dos des pays pauvres. Si on impose ces mesures de façon brutale, ce sera le chaos. Je ne parviens pas à comprendre par quels moyens Morandin me donne l'impression d'avoir changé de camp et de défendre des positions que je critique d'ordinaire. Sa rhétorique si particulière ne permet pas de savoir où il veut en venir. Chaque objection que j'émets m'irrite davantage contre lui. Quelle importance, puisqu'on s'y achemine de toute façon. Rétablissons le vrai coût des choses. Tu parles de chaos à propos de brutalité? Tu crois que la bourse mondiale attend que les gens soient psychologiquement prêts pour réévaluer les cours? Qu'elle va dévisser au ralenti pour laisser à chacun le temps de sauver les meubles? Attendre, c'est permettre aux tricheurs de s'organiser. Vous êtes fous. Je suis un radical réaliste, c'est tout. Nous n'aurions jamais dû faire croire que par la magie de la technologie, ces produits ne coûtaient rien. Notre économie s'est repositionnée sur ses valeurs au fil des avancées. Grossière sous-évaluation. Il arrive qu'à son tour, la nature rétablisse brutalement les cours en fonction de sa propre bourse. Elle ne se régule pas non plus en douceur. Fin de la bulle spéculative. Retour au principe de réalité. Agir progressivement, c'est tergiverser. Nous aurions dû anticiper au lieu de prospérer sur nos acquis. L'ennui est que la faune et la flore font également les frais des traders que nous sommes. Les ours verts nous le rappellent quotidiennement. Les microalgues qui prolifèrent l'été dans la mer Arctique colorent leur pelage pour plusieurs mois. Comment osez-vous parler ainsi alors que vous venez d'investir dans le pétrole? J'ai mes raisons, et elles vont dans le bon sens. Oh, c'est ce qu'ils prétendent tous. Voyez où ça nous a menés. Regardez autour de vous, bordel, un paquebot qui coule, un transporteur qui a perdu une partie de son chargement et surtout, une plateforme qui s'effondre et va provoquer la pire marée noire qu'on ait jamais vue. Le choc est passé à présent. Je m'en suis rendu compte pendant que je hurlais ma rage impuissante. Celui que m'a asséné Morandin m'a peut-être remis l'esprit en place. L'abattement m'a forcé à détourner le regard. Mais je ne rencontrais que désolation autour de moi. Le navire de croisière en feu prend de la gîte. 2 bateaux anti-incendie, à l'emplacement où se trouvait la plateforme, tentent de le maîtriser. Ce n'est plus avec hébétude que je contemple le champ de caisses colorées qui nous environne, ponctué des taches orange vif des canaux de survie étanches dans lesquels se sont engouffrés les ouvriers. C'est avec l'immense douleur devant la disparition annoncée d'un monde. Mon esprit chamboulé peine encore à recomposer la chronologie des événements. Les cris, les explosions, les départs de feu composent un kaléidoscope d'images confuses. J'en retire des impressions plus que des faits. La mer secouée par une partie de la structure qui s'effondre, un pied du derrick qui ploie, une grue de levage qui heurte le porte-container le plus proche, l'entassement improbable de caisses qui vacillent et se renversent. Les marins ont sectionné les attaches des plus hautes piles pour empêcher le navire de couler. Néanmoins, je me suis suffisamment documenté sur l'offshore pour comprendre ce qui s'est passé
et anticiper la suite. Une structure de type EDP comme celle-ci est prévue pour résister aux ouragans. Le niveau de sécurité y est strict, notamment en ce qui concerne le personnel, entraîné à utiliser les canaux de survie inclinés à 45 degrés au-dessus de la mer. Ils permettent à la station d'évacuer en un clin d'œil. C'est ce qui explique qu'un seul hélicoptère a suffi pour transporter le faible nombre de visiteurs. Le fait de n'avoir pas suivi le stage de survie obligatoire interdit de mettre le pied sur la plateforme, ce qui a laissé la majorité des passagers à bord. Je me suis contenté de suivre le groupe aux jumelles, silhouette grise sur fond gris. Gilles Morandin, repérable à la bosse de son sac à dos, tandis que nous regardions s'effectuer le dernier chargement de la saison, à bonne distance du supertanker qui achevait de remplir ses soutes. Tout est pensé pour la sécurité. Lors de la débâcle, un dispositif isole la plateforme des glaces flottantes. La centaine de drill pipes, ces longs tubes d'acier qui s'alignent au centre de l'installation, sont assez flexibles pour résister au vent. Un BOP prévenant les accidents de surpression est posé sur chaque tête de puits, comme un casque vissé sur un crâne. Mais la gestion des risques tient toujours compte du coût nécessaire pour s'en prémunir et fait l'impasse sur l'exceptionnel. À l'origine d'une catastrophe majeure, on trouve toujours un incroyable enchaînement de circonstances. Le suraccident improbable qui se produit néanmoins. Une explosion dans la salle des machines du paquebot, juste alors qu'il ralentissait à hauteur de la plateforme. Sa manœuvre compromise. L'avancée du pont, qui devient éperon, pile au niveau du ponton. Endommagé, le navire de ravitaillement positionné à son pied, précisément devant l'étrave, de façon à protéger les piliers de soutien au cas où le navire aurait achevé sa course contre les installations. 3 explosions sur la plateforme et 2 énormes remontées de méthane qui transforment l'atmosphère en fournaise pile au niveau du maniement des BOP. Au moins 2 d'entre eux ont sauté. Je sais ce que cela signifie. À quelques milliers de mètres sous la surface, un liquide visqueux souille la limpidité des eaux arctiques. Il est en train de remonter. L'hélicoptère rapatrie les visiteurs. Une grue de levage, malheureusement fissurée par les gels et dégels successifs, en attente de révision, suffisamment haute pour qu'en s'effondrant, son sommet heurte le chargement du porte-conteneurs. La déflagration consécutive à la rupture du derrick, qui envoie des projectiles enflammés sur les navires alentours. Le vent qui transforme l'incendie de la plateforme en chalumeau braqué sur le paquebot. Le terrible, stupide, tragique, inconcevable accident. L'improbable qu'on qualifiera après coup d'inattendu ou d'impossible. Après avoir ramené ses visiteurs sur le paquebot, l'hélicoptère n'a pas eu le temps de se reposer sur l'hélideck, ce qui lui a évité de sauter dans l'explosion finale et de commencer sa mission de sauvetage sans délai. L'alarme qui s'est déclenchée au premier choc a laissé le temps aux ouvriers d'embarquer dans les canaux avant l'effondrement de la plateforme. Les marins du porte-conteneurs ont eu la présence d'esprit d'abandonner une partie de la cargaison à la mer pour les préserver du naufrage. Gilles Morandin a été transpercé au flanc par une tige métallique, ce qui l'a jeté face contre terre au moment où la boule de feu l'a survolé pour aller embraser le navire. Heureux concours de circonstances. L'équipage s'était replié de l'autre côté et évacuait déjà les passagers par l'arrière quand l'incendie est devenu fournaise. Moi qui ne l'avais pas quitté des yeux, je m'étais précipité avant que les flammes ne nous isolent. Suite à l'explosion, le paquebot commençait à couler. Il ne restait qu'un dinghy, pas trop roussi sur le côté. Malgré sa blessure, Morandin m'a aidé à le mettre à la mer. Nous dérivons depuis 1 heure.
dans une mer rendue encore plus menaçante par les caisses que les vagues entrechoquent. C'est ce qui a empêché la plupart des canots à moteur de rallier les cargos du convoi. Passage impraticable. La voilà! La mer se pare de reflets huileux, comme dans le golfe du Mexique en 2010 et au large de l'Angola en 2023. Sans qu'on l'ait vu s'élargir, la flaque soudain nous environne. Le pétrole savonne les caisses flottantes et nous fait chavirer le cœur par sa pestilence, au point que les sautes du blizzard deviennent une bénédiction. Je réalise qu'il s'agit de la plus grande réserve de pétrole au monde qui s'échappe. Le ressac l'enverra se nicher dans les cavités souterraines des glaciers, où il restera inaccessible. Au fur et à mesure que ceux-ci fondront, il réimprégnera les parois restantes. Les icebergs ne pourront plus être remorqués là où des populations assoiffées attendent de les entreposer. Au printemps prochain, ils colporteront des marées noires. Dans les régions concernées, le stress hydrique sera tel qu'il provoquera nombre de désastres, humains et politiques. De nouvelles guerres de l'eau sont à redouter. Le krill décimé ne permettra pas à la faune maritime de survivre. L'Arctique ne s'en relèvera pas. Les ours, les phoques et les morses, les marsouins et les bélugas, les baleines, tout ça c'est fini. La pluie et la neige se mettent de la partie. En fait de pluie, il s'agit de cristaux de glace qui, conjugués avec le vent, meurtrissent la peau. L'hélicoptère revient. Il se dirige vers les occupants du canot. J'agite les bras à mon tour, parce que l'état de Morandin est plus critique que leur situation. La tache au fond du dinghy ne s'élargit pas, mais s'épaissit, car le sang se fige au fur et à mesure qu'il s'écoule de sa blessure. Il ne faut rien exagérer. Tu paries que les nations se mettront en quatre pour sauver les ours, ramasser les oiseaux, laver les pingouins? Les Inuits ne seront pas traités avec autant d'égard. Mais c'est l'hiver. La glace va boucher les passages. Personne ne pourra colmater les brèches avant la débâcle, au printemps. C'est bien triste, en effet. Mais pense au principal avantage. L'impact médiatique. Je le regarde stupidement. Le milliardaire ne lâche jamais prise. Il pérore encore quand la laine de la mort se mêle au vent. Cette fois, j'appréhende ce qu'il va dire. Pas exactement ce qu'il va dire, mais ce qu'il met derrière les mots. Ce sera comme Hiroshima, Hindenburg, le Titanic. Le Titanic. Il commence à partir, je ne le suis plus très bien. Un monstre d'orgueil, à l'image de l'homme, surdimensionné, affublé de noms mythologiques comme ses semblables, olympiques et gigantiques. Non, pas une ville, mais une tour de Babel flottante, coulée au premier iceberg. On n'en a plus fait des comme lui après ça. Tu savais qu'avant la collision, un incendie s'était déclaré dans une des salles des chaudières? C'était assez fréquent à l'époque. C'est pourquoi les passagers n'en ont jamais rien su. Mais sa violence était telle qu'il a duré 10 jours. Un incendie de 10 jours qui n'a affolé personne. Le Titanic n'aurait pas coulé si les cloisons d'étanchéité étaient montées jusqu'au plafond. Mais alors, les ouvriers qu'on emploie dans ces soutes auraient été asphyxiés dans leur espace confiné. Tu vois le problème? Je crois que vous devriez vous reposer. Trop grand, trop gros, trop complexe.
chaque aménagement ajoutant un problème nouveau, avec des conséquences énormes à la première avarie, comme chaque fois qu'on se prend pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes le Titanic et le Zeppelin Hindenburg, juste avant la catastrophe. Mais les leçons finissent par porter. Qu'est-ce que vous voulez dire, Morandin? Nous avons besoin de grosses claques pour comprendre. Hiroshima a mis fin à la guerre par l'horreur que la bombe a suscitée. Après Fukushima, bien des États ont décidé de renoncer au nucléaire. Ceux qui ont temporisé attendaient simplement de disposer de solutions alternatives fiables. Tu vois les avantages de la marée noire? C'est la grosse claque qui mettra fin à toutes les exploitations offshore. Une quinte de tout l'oblige à se redresser. Je l'aide à changer de position, remarquant au passage son anorak polaire roussi dans le dos et sur le côté gauche, là où est passée la boule de feu. Ce n'est pas normal. Il n'aurait pas dû être atteint. Le sac à dos. Vous aviez un sac à dos pendant la visite de la plateforme? Morandin, qu'est-ce que vous avez fait? Comme toutes les espèces opportunistes, le genre humain exploite les ressources de son environnement jusqu'au bout. Nous sommes des lemmings, Virginie. Les lemmings ne se suicident pas. Du moins, pas de la façon dont on l'entend. Ils se reproduisent jusqu'à la surpopulation, laquelle provoque un exode vers d'autres terres, de l'autre côté de la mer. Mais la distance est trop grande pour nager jusque là-bas. Alors, ils se noient, tandis que les survivants ont à nouveau suffisamment d'espace pour vivre. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce sac à dos, Morandin? L'explosion dans les cales du paquebot, ce n'était pas un accident? C'était un sabotage? On ne se méfie jamais assez de ce que transportent les personnalités dans leur bagage. On oublie qu'un actionnaire peut aussi être un spécialiste des matières premières, qui connaît les mélanges indétectables. Vous avez délibérément lancé un navire sur une plateforme pétrolière et vous avez disposé des explosifs pour être sûr qu'elle s'effondrerait. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Vous vous rendez compte de la gravité de votre acte? J'ai aussi choisi la date pour retarder les interventions. C'est moi qui ai laissé entendre qu'il serait judicieux, à l'occasion du dernier convoi de l'année, d'offrir une croisière aux industriels et aux actionnaires qui financent ces puits, pour qu'ils voient et ne se contentent pas d'apprendre la catastrophe depuis le confort de leur bureau. Les larmes me sont montées aux yeux. Je réalise l'ampleur du crime, la froide préméditation pour réaliser ce que je considère comme un génocide d'un type particulier. Oh, Morandin, qu'avez-vous fait? Pourquoi? Pourquoi? Vous venez de vous maudire pour l'éternité et aussi de nous sauver. J'ai appliqué la politique de la terre brûlée, de la mer brûlée en l'occurrence. Tu ne le vois donc pas, tant qu'il restera une goutte de ce liquide, une molécule de gaz dans le sous-sol de cette planète que nous perfusons de toutes parts, nous la sucerons. J'ai décidé
de sevrer le drogué. Plus grande sera l'ampleur du désastre, plus grand sera le rejet de l'offshore polluant. Oui, le pôle Nord va souffrir. Et aussi susciter de formidables élans de générosité. Tu as vu, aux récentes COP, combien les nations sont avares lorsqu'il s'agit de débloquer des crédits pour sauver la planète? Voilà, c'est fini. Plus de gaz, plus de pétrole, sauf les traces qui subsistent sur la terre ferme. Il faudra s'attendre à ce que les pays nationalisent leurs stocks pour les réserver aux véhicules d'intervention d'urgence aux militaires, le temps de se retourner. Les biocarburants n'offrent plus d'alternatives crédibles, on s'en est rendu compte. Alors, cette fois, il ne restera plus qu'à aller de l'avant. J'impose à tous d'avoir un coup d'avance. Je l'écoute à peine. J'ai retiré mes lunettes polaires pour essuyer mes larmes. Je ne sais au juste ce que je pleure, le désastre écologique, la folie de ce geste, ou encore la terrible, la christique générosité de son auteur. Il ne réalise pas que, comme les promoteurs du Titanic et du Hindenburg, il a joué à être Dieu. Tu te souviens de ce magnifique voilier qui a fait le tour du globe? La toile de ce 4-mâts était photovoltaïque et les voiles récupéraient aussi l'énergie du vent. Que ne les a-t-on généralisés, ces voiliers, ne serait-ce que pour réduire la pollution sonore qui désoriente les espèces au fond des océans? À présent qu'ITER et DEMO ont fait la preuve de l'inefficacité de la fusion froide par confinement magnétique, toujours à cause de cette foutue propension au gigantisme, il est temps de se pencher maintenant sur la fusion inertielle. Les troubles politiques lui ont donné un coup d'arrêt, mais la solution est proche. Le minerai d'un astéroïde nous rapporterait bien plus que ce qu'on racle au fond des mers, détruisant les micro-organismes et transportant sur les derniers coraux la poussière soulevée. N'attendons donc pas de ne plus avoir les ressources d'aller dans l'espace. Et les applications biogénétiques? Où en sont les capteurs solaires dopés au virus? Grâce à eux, on obtient une conversion énergétique de 43%. Et on peut aller au-delà, je le sais. La nature a su s'adapter. On devrait davantage limiter. Comme ces arbres qui ajoutent à leurs racines des champignons associés à des bactéries pour réduire l'acidité des sols et pousser plus facilement. Leur méthode serait préférable aux engrais qui provoquent l'eutrophisation des rivières et des invasions d'algues vertes. Certaines d'entre elles sont plus efficaces que les sels minéraux pour décontaminer les milieux radioactifs. Je suis sûr qu'on peut leur trouver d'autres usages. Et ces bactéries qui ont transformé le CO2 en calcaire, merde! On pourrait écrire sur des ardoises avec le produit de notre pollution. Il y a tant de solutions plus efficaces que la mise à sac complète de la planète. On n'a pas encore réussi à copier la méthode quantique qui permet au monde végétal de synthétiser à coup sûr chaque photon. Et l'énergie du vide qui se manifeste dans l'effet Casimir, à grande échelle, elle générerait de quoi satisfaire les besoins énergétiques
de l'humanité. Tais-toi, je t'en prie, tais-toi. Si tu crois que tout sera aussi simple, ça vaut le coup qu'on maudisse mon nom. Je veux bien prendre le risque d'être damné. Tu pourras leur dire, tout ça vaut la peine. Et puis merde, nous avons un cerveau, oui ou non? Il rit, comme s'il vient d'en raconter une bien bonne. L'hélicoptère est passé au-dessus de nos têtes, puis est reparti. Ce n'est pas encore pour nous. Nous nous sommes blottis au fond du canot pour échapper au blizzard et à l'odeur tenace d'hydrocarbures. Les embruns qui nous giflent poissent et salissent nos vêtements. Retour sous la bâche. La mer s'est soulevée quand le paquebot s'est enfoncé davantage. Je ne sais pas combien de temps il lui reste avant de couler définitivement. Je ne sais pas combien de temps il nous reste à l'humanité. Le bruit des vagues et du vent, le feu grondant m'empêche d'entendre la respiration de Gilles Morandin. Je regrette qu'il se soit tu. Je ne parviens pas à savoir s'il est encore vivant. À travers les interstices de la bâche, je vois danser la lumière rougeoyante des flammes. Parfois, une caisse heurte le dinghy et je frémis à l'idée qu'une lame plus grosse en soulève une sur nous. Cependant, l'idée de la mort ne me hante pas. Elle est déjà tellement présente autour de nous que mon propre sort m'indiffère. Je réfléchis à ce que Morandin m'a dit. Tout ce bavardage pour prouver qu'il avait raison de commettre cette abomination? Je ne l'approuve pas. Je ne peux pas l'approuver. Mais je sais, je sens qu'il a une fois de plus raison. On ne s'arrêtera pas avant qu'il ne reste plus rien. Beaucoup se préoccupent d'économiser, pas de préparer la suite. Il n'y a pas de développement durable possible. Les crises du vivant nous l'ont appris. À la rigueur, une gestion durable est envisageable, sur un plus long terme, le temps d'anticiper la suite. Je frissonne. Quand il obtient un sursis, l'humain se dépêche d'oublier le problème qui l'accable. Je perds le compte du temps que je ne mesure plus que par le froid qui s'insinue dans mes os. Je me demande ce que je fais ici, au pôle Nord, dans une embarcation de fortune. Est-ce vraiment un dépit amoureux qui m'a amené ici? Je me demande surtout à quoi je vais désormais consacrer ma vie. La lutte pour retarder cette évolution inéluctable a-t-elle encore un sens? Je n'ai pas les compétences nécessaires pour faire avancer la recherche. Mais je peux peut-être l'encourager. Je peux militer en donnant l'exemple et en accélérant la diffusion des connaissances. Pas besoin de courir le monde et d'aggraver son empreinte carbone pour cela. Un accès à Internet suffit. Des mots bien choisis. Je tente de mémoriser ceux de Morandin. Je suis couché sur lui pour qu'il ait moins froid, en évitant d'appuyer sur sa blessure. J'ignore combien de temps a passé, mais voilà qu'il tourne légèrement la tête. Je n'ai jamais éprouvé un tel soulagement qu'en cet instant. Hé, je ne rêve pas. Tout à l'heure, tu m'as tutoyé. Tu t'es enfin décidé. Garde tes forces, mais ne t'endors pas, je t'en supplie. Continue à parler. Je ne t'ai pas dit pourquoi ma fille est partie. Elle ne supportait plus de voir que j'avais toujours raison. Je ne cherchais qu'à la mettre en garde. Elle se sentait désavouée parce que, quoi qu'elle fasse, je lui avais annoncé comment ça finirait. Alors, elle a préféré vivre sa vie loin de moi, se construire seule, au risque de ses propres erreurs. Je ne lui ai jamais avoué que ça aussi, je l'avais prédit. Je ne voulais pas cacher son avenir.
Parfois, je me dis que si je n'ai plus de nouvelles, c'est que ça va bien pour elle. Tu vois, ce n'est pas toujours un avantage d'avoir un coup d'avance, puisque ça m'a séparé d'elle. Je suis content de voir que, finalement, tu m'as écouté. Il a tourné la tête, et dans la lumière fuligineuse de l'hiver arctique, j'ai vu qu'il souriait. J'ignore combien de temps a encore passé. C'est un balai d'hélicoptères que j'entends à présent. Ce sont des militaires. Une feuille d'érable rouge orne leurs épaulettes. Le gouvernement canadien est très attentif au risque de pollution dans le passage nord-ouest. J'étais trop frigorifié pour bouger. Un marine m'a pris dans ses bras et m'a soulevé. Je voulais qu'il s'occupe de Morandin en premier, mais il a secoué la tête. Comme quoi, c'était inutile. C'était pourtant évident. Je ne sais pas pourquoi, je ne voulais pas y croire. Quand j'ai été élitreillé, j'ai eu de la catastrophe la vue d'ensemble qui me hantera à jamais. Les caisses et les débris au milieu de la nappe sombre ressemblent aux squames de quelque innommable maladie de peau. Des remous agitent la surface à l'emplacement de la plateforme, sous la poussée des galettes et des boues visqueuses qui s'échappent des profondeurs. Même dans la semi-obscurité, il est possible de constater l'obscène étendue de la brillante nappe toxique et la direction du courant qui l'étale au large. Les reflets de l'incendie finissant permettent de s'inquiéter davantage de son épaisseur et de son étendue. La mer n'est qu'un champ de bataille qui ne laisse aucun vainqueur. Enveloppé dans une couverture chauffante, assise à côté d'autres rescapés, je réalise la lourde responsabilité qui pèse désormais sur mes épaules. Je m'aperçois avec un rien d'amertume que le milliardaire avait aussi prévu ceci. Il m'incombe de révéler au monde ce qui s'est passé, ou pas. La damnation de Morandin est entre mes mains. J'ignore quelle est la meilleure attitude à employer. J'ignore quelle est la meilleure attitude à adopter. Laquelle sera la plus efficace? J'ignore si la plus efficace sera la plus raisonnable. Sauver ce qui peut l'être encore ou jouer le coup d'avance? Nous agissons tous, à un moment ou un autre, à rebours de nos intérêts. Sauf que nous ne savons pas quand. Nous croyons bien faire, sans nous apercevoir que nous manquons à nos professions de foi, que nos concessions sont des faiblesses et notre tolérance une hypocrisie. La perfection n'est pas pour nous. Nous resterons, pour l'éternité, malgré tous nos efforts, une espèce opportuniste. Quoi que nous fassions. J'en détiens la preuve. Dans l'appareil volant qui me ramène vers la terre ferme, alors que je me laisse bercer par le bruit des rotors, je garde, serré dans mon poing, les clés de la villa. Ce qui me console est que nous nous construisons aussi avec nos erreurs.